Bonsoir. Alors, il vous souviendra que dans la soirée du 27 avril dernier, le gouvernement a arrêté à travers un communiqué donc, les dates de reprise des activités administratives et pédagogiques pour le monde éducatif. Pour ce faire, donc, j'ai fait un point au Conseil donc, de l'ensemble donc, des mesures que nous sommes en train de prendre pour accompagner donc le processus afin de pouvoir respecter donc ces échéances de façon sereine. Et donc, parmi ces mesures, il y a donc la question donc de l'octroi donc d'un masque, donc de 2 masques réutilisables lavables à chaque élève et à chaque enseignant. Il y a aussi la question de la mise à disposition des établissements scolaires donc du savon pour accompagner donc l'initiative de lavage des mains, parce que cette reprise doit s'accompagner du respect des mesures barrières. Il y a aussi donc la gestion des flux. Vous savez qu'il y a des classes où les effectifs sont assez élevés, alors qu'on a des dispositions pour le moment qui doivent être respectées en termes de regroupement de personnes, de pas plus de 50. Et donc la mise en œuvre de toutes ces initiatives nécessite donc qu'un certain nombre de mesures soient prises à travers donc une directive pour éviter justement que cette reprise se fasse donc de façon désordonnée ça et là. Et donc c'est ainsi que nous avons commencé à élaborer et donc nous avons un projet de directive pour la reprise des activités administratives et pédagogiques donc dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Et ces documents donc, ont été présentés au Conseil et ils feront l'objet donc, de rencontres donc, d'information et d'échanges avec l'ensemble des partenaires du système éducatif, donc les fêtières de l'enseignement privé, les parents d'élèves, les partenaires sociaux et même les partenaires techniques et financiers, donc dès demain, afin de recueillir leurs préoccupations et certainement donc peut-être des accompagnements dans la mise en œuvre donc, de ceci. Alors, cette reprise aussi suppose donc un réaménagement du calendrier scolaire et du calendrier des examens. Mais les deux ne vont pas ensemble. Il faut d'abord arrêter un calendrier donc, scolaire et qui permet de donner la plage pour l'organisation donc, des examens. Donc, un projet d'arrêté aussi est déjà prêt, qui porte réaménagement du calendrier scolaire pour l'année 2019-2020 pour être en phase avec donc, ce qui a été arrêté par le gouvernement le lundi dernier. Alors il faut dire aussi qu'au regard du temps qui nous reste, donc pour l'achèvement de l'année scolaire, il n'est pas possible de respecter donc, certaines dispositions du décret qui portent modalités d'évaluation et de contrôle des apprentissages scolaires en termes de nombre d'évaluations, parce que dans les évaluations scolaires, il y a les interrogations, il y a les devoirs et il y a les compositions. Donc cet ensemble permet d'évaluer donc, un trimestre ou un semestre. Et aujourd'hui, il n'est pas possible, au regard de la situation, dans le cadre de cette année scolaire, de respecter donc, intégralement ces dispositions. Et donc un projet de décret a été préparé, il va être introduit en conseil pour demander une dérogation spéciale, c'est-à-dire une dérogation pour l'année scolaire 2019-2020 en termes de nombre d'évaluations à faire pour valider un semestre ou un trimestre, de façon à nous permettre de pouvoir donc achever notre année scolaire tout en respectant donc les critères donc de qualité. Une circulaire aussi va accompagner justement ce projet de décret de façon à ce que ce soit compris de la même façon dans chaque structure éducative. Alors, il faut dire aussi qu'à côté de cela, on a un autre défi, c'est le défi sécuritaire, qui fait que même si on reprend à partir du 11 pour les classes d'examen et à partir du 25 pour les classes intermédiaires, il y a des établissements qui ne pourront pas donc rouvrir dans la mesure où
ces établissements sont dans des zones à défi sécuritaire élevé. Et c'est pour cela que l'initiative de continuité pédagogique par l'utilisation des TIS se poursuivra, se mettra en œuvre pour maintenir donc les élèves qui sont dans cette situation et certainement des anciens aussi dans la continuité pédagogique, mais aussi accompagner donc des élèves des classes d'examen ou des classes intermédiaires qui, du fait du calendrier assez raccourci, donc fera que certains aspects ne seront pas vus, mais seront peut-être rappelés plutôt donc les années à venir. Et pour ce faire, donc, ce processus se poursuit, il avait été lancé, et à la date d'aujourd'hui, les ressources pédagogiques produites sont, pour ce que nous attendions, en tout cas pour la phase court terme, sont évaluées à 80%, et le taux d'enregistrement des émissions audio et audiovisuelles sont respectivement de 19,4%, donc ça c'est radio, et 41,66%, donc à la date du 28, donc à la date d'hier. Aujourd'hui, ça a certainement évolué. Il y a la question aussi du port du masque, de la mise à disposition des masques. Donc, le gouvernement a confié donc ce travail à la Confédération Coton Textile Habillement, avec donc un appui technique du ministère en charge du commerce et de l'armée. Et nous travaillons avec eux de façon à ce qu'ils ne pourront pas produire et mettre à disposition au même moment les 12 millions de masques souhaités. Et comme c'est progressif, nous avons décidé d'organiser chaque jeudi et chaque lundi une rencontre. Nous avons déjà élaboré un canevas qui renseigne par région le nombre de masques déjà disponibles à être récupérés. Et donc, chaque jeudi et chaque lundi, ce point sera fait de façon à ce que le jour après la rencontre, si c'est un jeudi, le vendredi, les équipes chargées de la collecte de ces masques puissent les collecter. Et pour les réunions de lundi, ça va être mardi, afin de les mettre à disposition donc, des structures. Et la rentrée administrative a pour objectif justement de faire en sorte que le personnel enseignant administratif soit présent pour récupérer au fur et à mesure donc, ce matériel, que ce soit les affiches de sensibilisation qui sont en cours de tirage avec l'accompagnement donc, de l'UNICEF, que ce soit donc le savon qui va être mis à disposition et que ce soit donc les masques. Donc nous attendons autour de 500 000 masques à la fin de cette semaine pour les mettre à disposition des établissements et prioritairement des enseignants et du personnel qui seront donc sur les lieux. Nous poursuivons aussi donc des discussions et des rencontres d'échange, mais pour revenir sur la question du calendrier, donc du projet de calendrier, donc le 4 mai, comme vous avez entendu, c'est déjà donc arrêté à travers le communiqué du gouvernement, c'est le 4 mai. Le 11 mai, c'est la reprise des activités pédagogiques pour les classes d'examen. Le 25 mai, c'est la reprise des activités pédagogiques pour les classes intermédiaires. Nous proposons que le 20 juin soit la fin des cours au préscolaire, le 27 juin, la fin des cours au primaire, au post-primaire et au secondaire, et que à partir du 30 juin, les examens puissent commencer pour prendre fin autour du 8 août. Donc, ça nécessite donc une prolongation de l'année scolaire. C'est pour cela que nous organisons des rencontres d'échange et d'information pour recueillir donc les points de vue donc, de nos partenaires afin que nous puissions ensemble accompagner ce processus qui est un processus exceptionnel. Donc, voilà présenter donc, les différentes initiatives et les différentes actions qui sont en cours de mise en œuvre pour travailler au respect donc, des dates qui ont été fixées par le gouvernement le 27 avril dernier, en rapport avec la reprise des activités scolaires, disons académiques et pédagogiques pour les différents ordres d'enseignement. Koumbem Idrissa, Radio Liberté. Alors j'ai bien suivi avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit, mais la première question c'est quelles sont les raisons objectives qui poussent le ministère en charge de l'Éducation nationale à vouloir procéder à la reprise des activités pédagogiques et administratives quand on sait qu'on avait évidemment suspendu ces activités-là. Du fait du Covid-19, on était à 7 cas et aujourd'hui nous sommes à 600 et quelques et on veut procéder à la reprise de ces activités-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question également, c'est par rapport aux masques et aux savons qu'on va distribuer dans les établissements. Comment cela va se faire objectivement? Parce que n'oublions pas qu'il y a des régions qui sont des localités qui sont vraiment très profondes du Burkina, où les gens n'ont même pas accès à l'information et autres. Comment voilà, cette mesure-là pourra en tout cas être mise en œuvre sur le terrain. Et vous avez dit tantôt également que la réalisation des émissions audio-visuelles pour ce qui est de l'enseignement, les cours
à travers la télé, la radio, ça autour de 19%. Est-ce que, bon, je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais est-ce que c'est bien ficelé? Alors, quand on est à Ouagadougou ici, on fait un coup à la télé, ce n'est pas évident que les élèves puissent comprendre, ça c'est un. Et de deux, en termes de couverture, alors, est-ce que objectivement ça a été bien évalué avant de lancer tous ces projets-là? Est-ce que ça ne donne pas peut-être raison à ceux qui pensent qu'on a essayé d'organiser quelque chose juste pour dépenser de l'argent? Président Karim Radio Optima encore. Moi, j'aimerais en tout cas qu'on m'explique clairement justement comment est-ce qu'on va justement mettre en application ces mesures au niveau des différentes écoles. C'est vrai qu'à partir du 11, ce sont les classes d'examen qui vont en tout cas entamer le processus. Mais quand on essaie de jeter le regard sur l'ouverture du marché Rodowoko, on nous avait dit qu'en tout cas, il y a des mesures qui avaient été prises pour pouvoir respecter, pour pouvoir éviter la maladie, le coronavirus. Mais lorsqu'on a vu l'ouverture du marché, ce qui s'est passé, on se demande encore, est-ce que ça ne sera pas la même chose au niveau de la reprise des cours encore? Pour la première question, je voudrais dire que ce n'est pas le MENA PLN ou le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui pousse pour la reprise. Le communiqué est bien précis là-dessus, c'est l'ensemble du système éducatif de notre pays. Et c'est le gouvernement qui a arrêté, sur instruction donc du président du FASO, président du Conseil des ministres. Je souhaite que ce soit très clair. Ce n'est pas le ministre qui veut ouvrir et tout. S'il y a des instructions contraires, on va y aller. Le gouvernement a décidé de le faire pour sauver l'année scolaire. Et ça, c'est important pour tout le monde parce que les conséquences d'une année blanche sont extrêmement dévastatrices, et vous le savez aussi. Et donc, le gouvernement a la responsabilité de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions pour sauver cette année scolaire. Et c'est d'abord ce qui motive la recherche de solutions. Le deuxième aspect aussi, c'est comme l'a dit donc le ministre porte-parole du gouvernement quand il intervenait ici, il y a des travaux scientifiques qui ont été menés et qui nous amènent à penser effectivement qu'au regard de ce que nous avons comme chiffres et au regard de ce qui avait été apprécié sur le plan des simulations, on pense qu'on est dans une situation qui peut nous permettre effectivement d'aller à une reprise progressive donc des activités tout en vivant avec le virus. Et pour cela, c'est respecter un certain nombre de mesures pour éviter que qu'à la reprise là, nous soyons des vecteurs de propagation au lieu d'être des vecteurs chargés de lutter contre cela. Et parmi ces mesures, il y a la sensibilisation, il y a la question donc du port du masque, il y a la question de l'hygiène donc des mains et aussi la question du respect donc d'un certain nombre de mesures de distanciation. Et ça, c'est extrêmement donc important. Comment la distribution va se faire? Vous savez que pour ce qui est du ministère en charge de l'éducation, c'est organisé au niveau central jusqu'au niveau déconcentré. Donc au niveau central, nous avons tout ce qui tourne autour du ministère ici, les directions. Après, vous avez les directions régionales. Nous avons 26 directions régionales, 2 par région. Une s'occupe du préscolaire, du primaire et de l'éducation non formelle, et une autre direction s'occupe du post-primaire et du secondaire. Après cela, dans chaque province, vous avez 2 directions provinciales. Une s'occupe du post-primaire et du secondaire, et une autre s'occupe du préscolaire, du primaire, de l'éducation non formelle. Et quand vous progressez, vous avez les chefs d'établissement, vous avez les circonscriptions d'éducation de base dirigées par des chefs de circonscription d'éducation de base, et vous avez maintenant des écoles dirigées par des enseignants du primaire. Et au niveau du primaire aussi, c'est coiffé par donc, les collectivités et tout. Et nous avons organisé une rencontre le 24 ici avec les gouverneurs de région, qui sont les responsables au niveau régional des comités Covid, de lutte contre la pandémie. Avec l'ensemble des 26 directeurs régionaux, nous avons échangé, nous avons arrêté un certain nombre de choses qui vont nous permettre effectivement de collecter à partir des régions et des régions dans les provinces, des provinces, ainsi de suite. C'est un travail que nous faisons déjà dans le cadre de la distribution des manuels. Maintenant, il faut aller très vite ici. Il ne faut pas suivre ce qui a été fait, mais aller très vite. Et ce travail donc va commencer à se faire dès la semaine prochaine. Et justement, ça nous permettra de corriger au fur et à mesure. S'il y a des corrections à faire, ça devrait pouvoir donc se passer. Et donc, chacun est interpellé à travers donc, les textes que nous préparons à pouvoir jouer son rôle. Et nous avons prévu de mettre en place un comité au niveau du ministère en charge de l'éducation, un comité de suivi de toutes ces activités qui vont du niveau central jusqu'aux écoles. Dans chaque école, il y aura un comité avec quelques personnes et ils seront chargés de faire remonter les informations en respectant donc l'ordre hiérarchique.
Alors, les émissions, couverture, etc. L'initiative des TIS, c'est pour le maintien d'élèves en arrêt d'activité pédagogique pour des situations liées au Covid, des situations liées aux défis sécuritaires, de façon à les maintenir dans le système pour qu'à la reprise, on n'ait pas des élèves pour lesquels il faut tout reprendre. Si vous laissez les élèves 5-6 mois sans activité pédagogique, si vous revenez, je suis désolé, peut-être pour un certain niveau, sinon pour les autres, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire quelques révisions et puis continuer, ils auront tout oublié. Et donc c'est pour cela que cette initiative n'a pas été pensée dans le cadre donc de l'urgence sanitaire. C'est une initiative qui a été pensée dans le cadre donc de l'urgence sécuritaire. Et nous avons commencé à le faire. Maintenant, la pandémie du Covid, qui est une urgence sanitaire, nous amène à hâter le pas. Et c'est pour cela que nous le faisons. Parce que même si nous ouvrons, les gens vont aller, mais d'autres ne pourront pas ouvrir parce que nous avons clôturé, nous avons fermé l'ensemble des établissements le 16 mars. Et à cette période, on avait 2512 établissements fermés à travers le pays pour raison d'insécurité. Donc, c'est pour cela. Maintenant, cette action ne permet pas de toucher tout le monde. Mais ça permet quand même de réduire aussi des inégalités. Et comme ça ne permet pas de toucher tout le monde, par ce canal-là, on ne peut pas évaluer des élèves. Et donc, on n'a pas l'objectif d'évaluer, c'est les maintenir en attendant. Et donc, c'est pour cela que nous avons décidé par cette action d'utiliser tous les supports de communication possibles. La télévision, la radio, les sites Internet, la connexion avec Internet ou pas. Nous avons lancé donc une plateforme. Nous avons obtenu donc une fréquence de notre radio scolaire et nous allons contractualiser avec l'ensemble des radios qui existent et nous avons prévu d'éditer pour les classes d'examen, par exemple, 10 000 annales. C'est des polycopes exercices corrigés pour permettre de distribuer aussi à des gens. Et nous allons mettre aussi ces contenus audio-vidéo dans des clés USB pour aider donc les personnes à pouvoir donc avoir accès. Donc, je le répète, c'est une initiative qui ne permettra pas effectivement de toucher tout le monde, mais ça va. Déjà, l'ISESCO nous offre 40 000 $ pour acquérir des radios, des tablettes et des téléviseurs pour des couches défavorisées, de façon à leur permettre d'avoir accès à ce que nous faisons. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Ce n'est pas jeter de l'argent, mais c'est une initiative qui est importante pour maintenir donc, les élèves dans une activité en attendant. Qu'est-ce qui sera fait quand on regarde au niveau qu'on a commencé après, ce n'est plus respecté? Vous savez, nous, au niveau de monsieur en charge de l'éducation, nous avons élaboré donc, une leçon qu'on souhaiterait, c'est une leçon de 5 à 10 minutes sur la sensibilisation sur le Covid, que nous allons mettre à disposition de tous les enseignants, pour lequel nous souhaitons que chaque matin, avant le début d'un cours, que l'enseignant puisse donc en parler, donc utiliser, présenter et tout, de façon à sensibiliser davantage. Nous avons près de 5 millions d'élèves. Si ces enfants-là sont sensibilisés, donc en matière d'hygiène, en matière de lutte contre la pandémie et tout, on va impacter quelque part donc la sensibilisation au niveau national parce qu'ils vont repartir à la maison et le comportement va changer, ça va peut-être amener les parents à un changement. Donc ce module est déjà préparé pour que régulièrement on puisse faire donc la sensibilisation et faire en sorte que nous puissions ensemble lutter contre le Covid. On verra quand ça va démarrer, on verra les correctifs à faire. C'est un milieu qui n'est pas facile, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il ne faut pas essayer. Et donc, nous pensons qu'avec ce que nous allons faire, puisque l'éducation, c'est vraiment ça, nous allons profiter effectivement pour que nos élèves soient impactés et qu'ils puissent impacter à leur tour donc, la population, parce que 5 millions, ça fait le quart de la population burkinabé. Bernabé Gansonré de Watt FM TV. Alors, monsieur le ministre, au lendemain de votre annonce du nouveau calendrier, il y a le secrétaire général de la F5T qui a catégoriquement rejeté ce calendrier. Et je me demande comment est-ce que vous comptez reprendre les activités pédagogiques et académiques sans l'aval des partenaires sociaux? Ou avec quels partenaires sociaux vous avez discuté véritablement pour aboutir à un tel calendrier? Aro Joseph Sidoya. Ok, ma première question est en rapport avec celle de mon confrère de Watt FM. Vous avez récemment annoncé la levée de la suspension des salaires de certains travailleurs, mais il se trouve qu'à la fin du mois d'avril, il y a d'autres travailleurs qui ont vu encore leurs salaires suspendus. On ne comprend pas dans quelle logique
est le gouvernement. Est-ce que le gouvernement travaille vraiment à apaiser cette fronde sociale au sein de ce corps? La deuxième question, c'est concernant la distribution. Vous avez tantôt dit que le ministère était déconcentré jusqu'au niveau des directeurs et chefs de service. Mais on voit aussi avec les manuels scolaires qui doivent être distribués avant la rentrée scolaire. Il se trouve que jusqu'à souvent en décembre, certaines écoles n'ont pas encore les manuels. Est-ce que cette situation ne risque pas d'arriver avec les masques et autres matériel de lavage des mains? Charles Da de Radio Omega. Monsieur le ministre, on voit que pour répondre vraiment en urgence au niveau des activités scolaires, est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été pris pour permettre aux enseignants de rejoindre leur poste? Pour ce qui est de la dernière question, effectivement, dans le communiqué, cela a été précis. Le gouvernement travaille sur cette question. La question, effectivement, a été abordée et autour du Premier ministre, on a une équipe qui travaille sur des mécanismes d'allègement progressif afin d'accompagner la réouverture des établissements scolaires. Alors, pour ce qui est de la question liée au manuel et autres, c'est assez différent parce que pour la question des manuels, d'abord, tout était récupéré à partir de Ouagadougou et distribué. Et puis, c'était au fur et à mesure que nous le faisions. Ici, chacune des 13 régions est impliquée dans le tissage des toiles. En tout cas, la confédération est organisée comme ça, ce qui est dit. Et donc, les livraisons se feront par région. Il y aura des équilibres à faire. Et donc, par contre, j'ai entendu parler de dispositifs de lavage des mains. Le gouvernement ne s'est jamais engagé à mettre à disposition des écoles des dispositifs de lavage des mains. Il demande l'accompagnement des parents d'élèves pour la disponibilité en eau ou des dispositifs de lavage des mains, qu'ils soient des dispositifs artisanaux ou mieux élaborés. La question des salaires suspendus, de toute façon, le point de presse que j'avais fait est connu, il est là. On avait dit clairement à ce niveau qu'il y avait 10 enseignants pour lesquels, pour des raisons techniques de paramétrage, le salaire du mois d'avril n'avait pas pu être établi et que ça allait se faire pour la fin du mois de mai. Maintenant, j'avais dit aussi que 13 enseignants dont les salaires devaient être suspendus en mars avec les autres n'avaient pas pu être faits pour des raisons techniques de paramétrage et par souci d'équité, cela a été fait aussi cette fois-ci. Donc, je le reprends pour ne pas dire, pour éviter qu'on dise, on a dit qu'on rétablit les salaires en fin avril, mais on profite pour continuer de sanctionner des personnes. Donc, ça, c'est vérifiable, puisque l'audio comme la vidéo circule, elle est là, et la déclaration aussi est là, vous pourrez vérifier. Maintenant, vous demandez, la FCINTER de lendemain a rejeté un calendrier. Le calendrier, c'est tellement du gouvernement. Bon, moi, je ne suis pas au courant de ça, mais vous avez dit qu'avec quel partenaire social nous avons discuté des calendriers. Nous ne discutons pas des calendriers scolaires avec des partenaires. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement de fixer un calendrier. Mais maintenant, par souci d'accompagnement, nous rencontrons, nous échangeons, puis il y a des améliorations. Moi, je n'ai jamais discuté avec des partenaires sociaux d'un calendrier. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons rencontré l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons discuté pour l'amélioration du plan de riposte. Du plan de riposte a été fait avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ils étaient 17 sur les 25 présents, dont la FCINTER. Et effectivement, dans le plan de riposte qui se préparait, donc dans le brouillon qui a circulé dans les réseaux sociaux, il y avait une ambition puisque c'est un calendrier qui est dynamique, qui tient compte de quand est-ce qu'on va commencer. Donc dedans, c'était précis. On a même vu le 21. Donc si on devait commencer le 21, voilà l'allure que devait prendre le calendrier pour tenir compte de toutes les contingences possibles, qualité, examen et tout. Si on devait, et je me souviens que ce jour-là, dans les discussions, parmi les partenaires sociaux, il y en a qui ont souhaité que ce soit à partir du 28 et tout. Donc voilà un peu ce que je peux dire par là. Sinon, ça a été présenté. Et dès demain, je les rencontre aussi pour les présenter à partir du moment où les dates ont été fixées par le gouvernement. Donc le projet de calendrier que nous préparons à ma signature et à la signature du ministre en charge de l'enseignement supérieur, ça va leur être présenté. S'ils ont des observations, ils le feront et puis on va avancer.
Donc voilà ce que je peux dire par là. Donc je n'ai pas de problème particulier. S'il y a des partenaires sociaux qui souhaitent me rencontrer, la porte est ouverte, on peut discuter sans problème. Mais il appartient au gouvernement de travailler donc, à la reprise et au succès de cette année scolaire. C'est de sa responsabilité, pas d'une autre personne, pas d'une autre structure. Je vous remercie. Lors du discours du président du FASO, il avait annoncé des mesures sociales en faveur des personnes vulnérables. Et aujourd'hui, je m'en vais vous donner ces mesures. Le Burkina Faso, à l'instar du monde entier, traverse une situation de défi sécuritaire, une crise humanitaire sans précédent, la survenue du Covid-19 et d'autres pandémies telles que la méningite à l'est, la rougeole, à la boucle du Moun et au centre-nord occasionnent et accentuent la vulnérabilité des populations. Plusieurs actions ont été entreprises pour soulager les populations les plus affectées par les mesures de restriction de liberté prises par le gouvernement. C'est dans ce cadre que mon département a élaboré un document cadre d'intervention. L'objectif visé de ce document, c'est de pouvoir assister les personnes vulnérables. Quand on dit personnes vulnérables, il y a les personnes déplacées internes, les personnes dans les populations hautes de départ ou des personnes dans nos villes et nos campagnes qui sont vulnérables. Quelles sont celles ou ceux qui vont bénéficier de ces interventions? Nous avons évalué à 2 millions de personnes. Sur les 2 millions de personnes, nous avons les personnes déplacées internes aujourd'hui qui s'élèvent à 850 000 personnes, les personnes vulnérables sur toute l'étendue du territoire, les femmes du secteur informel, les enfants en situation de rue, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les détenus ayant bénéficié de la remise de peine à titre exceptionnel. L'accompagnement du ministère va consister à une assistance alimentaire par la distribution de vivres. Nous avons déjà commencé dans la région du centre hier. Nous allons commencer, plaise à Dieu, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine ou début de l'autre semaine à cause de ravitaillement à Bobo, et nous allons les étendre au fur et à mesure, tout en sachant que les zones affectées par le défi sécuritaire continuent avec les partenaires à être ravitaillées pour permettre à ces personnes de vivre dignement au Burkina Faso. Nous avons aussi le cash transfert. Vous savez que la semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté l'ordonnance sur le projet filets sociaux. Et dans ce projet, nous avons la composante 5 qui est la composante de ressources qui peuvent être allouées dans les mesures d'urgence telles que nous vivons aujourd'hui. Et nous avons demandé avec nos partenaires qui sont d'accord sur le déploiement de ces ressources, sur une opération de 3000 ménages qui ont été affectés par les personnes vulnérables qui ont été affectées par cette maladie, qui est de l'ordre de 20 000 francs par mois sur 3 mois. En plus, bien sûr, de l'assistance alimentaire. Nous avons le cash transfert. Sur ce cash transfert, c'est sur Ouagadougou et Bobo d'abord, parce que ce sont les zones les plus affectées pour 20 000 ménages. Donc, nous allons faire 60% Ouagadougou et 40% Bobo, ce qui veut dire que nous aurons 12 000 personnes à Ouaga et 8 000 personnes à Bobo sur les femmes vendeuses de légumes et du secteur informel. Il faut aussi dire que nous avons la possibilité d'étendre ces cash transferts sur les zones rurales à 50 000 personnes. Donc, c'est selon le contexte et nous allons essayer d'aller assez rapidement parce qu'il faut un ciblage au départ, mais nous sommes en train de faire ce ciblage. Nous avons déjà un répertoire, mais comme l'impact de cette pandémie et de ces épidémies ont accentué cette vulnérabilité, il faut actualiser plutôt cette liste. Nous avons le retrait des enfants en situation de rue. Vous savez qu'avec ce défi sécuritaire, beaucoup de personnes sont dans les grandes villes, donc nous allons recommencer à intensifier et puis commencer Bobo aussi parce qu'ils en ont besoin et ils ont demandé et voir selon les déplacements comment nous pourrons aller dans d'autres zones.
Nous avons l'augmentation de l'offre de crédit en faveur des femmes du secteur informel par le Fonds d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes, le FARF. Nous allons augmenter cette capacité de 3 milliards de francs CFA et nous allons alléger le remboursement de ces femmes pour celles qui sont déjà dans le système. Nous avons aussi le lancement du fonds FACIBF. Vous savez que le 8 mars, nous avons lancé un fonds FACIBF pour les femmes porteuses de projets. Ce fonds est de l'ordre de 250 millions. Donc, bientôt, vous allez avoir ce communiqué et toutes les femmes qui sont intéressées pour l'accompagnement de pour être accompagnées dans ce contexte pourraient le faire. Nous avons aussi la prévention et la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 et d'autres épidémies telles que la rougeole, et en dotant les populations vulnérables, surtout les enfants, de masques, de kits et surtout, comme l'a dit tantôt mon collègue, la sensibilisation. Comprendre que ce combat est d'abord personnel pour dire ça ne passera pas par moi. Comment faire pour que ça ne passe pas? Et ça nécessite beaucoup de terrain, beaucoup de discussions, beaucoup d'adhésion. Il faut que les populations adhèrent. Et quand on adhère, la chose va plus simple. Donc, nous allons travailler dans ce sens parce que c'est le travail des travailleurs sociaux. La prise en charge des détenus. Aujourd'hui, nous avons 1207 détenus. Sur les 1207 détenus, nous avons 585 détenus qui ont bénéficié de paiement de leurs frais de transport pour rentrer chez eux, parce que c'est selon la vulnérabilité. Nous avons octroyé 15 000 francs de kit pour leur kit de dignité. Et nous avons doté en vivres d'une ration de 3 mois ponctuelle. Et selon la vulnérabilité, cet accompagnement pourrait continuer. Et sur ces 1207 personnes, nous avons 28 femmes détenues. Comme nous accompagnons beaucoup les femmes détenues, nous avons demandé que ces 28 femmes soient intégrées dans le programme PIAF, le programme intégré d'autonomisation de la femme. Donc, elles ont appris des métiers là-bas. Donc, elles vont être accompagnées avec la cellule d'écoute au niveau du département. C'est tantôt les grandes lignes de ce que nous allons faire bientôt pour accompagner les populations vulnérables. Je voudrais vraiment que... C'est vrai que ça prend du temps, surtout quand on est dans une détresse alimentaire. Les heures sont des jours, des mois, des années. Mais nous faisons, et nous avons eu instruction de son Excellence, le président du FASO, d'aller au plus vite, et nous allons essayer d'aller au plus vite pour répondre aux préoccupations des populations vulnérables. Abdou Karim Saoudgo de l'Observateur Palga, en disant qu'il y a un sentiment largement partagé dans les régions sous menace terroriste, notamment au centre-nord, à l'est, au nord et au Sahel, qui est que le gouvernement a perdu son entrain dans la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, avec l'avènement du Covid-19. Nous avons vu récemment une marche des déplacés à Kaya qui ont crié famine. Nous avons vu aussi une déclaration qui a circulé largement sur les réseaux sociaux du représentant des déplacés à Kongoussi, qui a demandé au chef de l'État de céder 6 mois de salaire dans la lutte contre le terrorisme. Alors, est-ce que, à travers ces mesures que vous avez annoncées là, vous allez vraiment mettre le curseur sur ce problème que ces déplacés dénoncent depuis longtemps pour corriger en tout cas cette injustice qui est là? Jordan Meda, Info Wakat. À Kaya, des déplacés crient famine, selon leurs propos, depuis 5 ou 6 mois maintenant. Ils ne bénéficient pas d'aide alimentaire. Et selon eux et selon le maire, ils ont des preuves que des vivres leur sont renvoyés, que ça n'arrive pas à leur niveau. Donc, c'est un pain béni de vous avoir ici ce soir. Quelle est donc la vraie situation à Kaya avec les déplacés? Et au point où le maire, visiblement un peu agacé, décrit un peu qu'avant, c'était les services de l'action sociale de la mairie qui s'occupaient des recensements des déplacés et qui envoyaient les données au ministère.
et qu'arrivé à un moment donné, le ministère est venu dire à la mairie, bon écoutez, arrêtez, c'est pas vos prérogatives, et que c'est à partir de cet instant-là que les problèmes ont commencé. Est-ce que Madame le ministre peut nous dire clairement comment est-ce que ça se passe et quel est le goulot d'étranglement au niveau des déplacés de Kaya? Monsieur de l'Observateur, vous me demandez pourquoi nous avons perdu notre entrain sur le terrain au profit du Covid-19. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt l'actualité qui a changé. Nous sommes restés équitables. Nous sommes restés dans notre ligne de travail. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit, les déplacés, vous savez, l'information et la télévision, ça guide nos pensées, ça guide notre choix. C'est pour ça, des fois, quand on fait les publicités, ça aide au choix que nous faisons. Donc, quand ton esprit est occupé à quelque chose, on a l'impression que ce qui est là est oublié. Donc, c'est une impression. Sinon, nous sommes restés focus sur les personnes déplacées internes. Donc, vous avez dû remarquer que nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine. Donc, je veux dire que c'est seulement une impression. Mais il est important de dire aussi que nous travaillons, le département travaille avec un budget. Donc, il y a parfois des contraintes budgétaires que nous avons pour répondre à certaines sollicitations. Mais je peux vous dire que nous sommes assistés de partenaires, et ces partenaires, quand ces partenaires sont sur place, le mode de fonctionnement, c'est quoi? L'État est présent dans les zones parce que c'est notre rôle régalien. Mais quand il y a un partenaire qui vient, l'État se retire au profit de ce partenaire pour qu'il n'y ait pas de doublons. Maintenant, si le partenaire n'arrive plus, nous, on revient pour porter assistance à ces personnes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous avons toujours été comme ça. Quant à la préoccupation des personnes, des populations déplacées de Kaya, je suis d'accord avec vous. J'ai vu ce que vous me dites là, c'est vous qui me le dites. Moi, je n'ai pas reçu d'instruction du maire me disant que mes services sont venus faire quelque chose qui portait atteinte à la gestion des personnes déplacées. Pourtant, je suis souvent à Kaya, puisque le centre nord représente 45,6% des personnes déplacées internes. Et dans ce sens, nous avons aujourd'hui octroyé 80 700 personnes déplacées internes de vivres en céréales et puis en abri et de l'eau. Il faut dire de janvier à avril 2020, le gouvernement a pu ainsi mettre à la disposition des personnes déplacées internes 843 000 tonnes 500 de vivres pour seulement la ville de Kaya. Les chiffres sont là. Ça, c'est le gouvernement, sans compter les partenaires. La grosse difficulté que nous avons, et je le répète toujours, c'est la coordination des actions. Quand quelqu'un se lève et dit « moi, je vais aller donner des vivres aux personnes déplacées dans une zone », nous leur disons « centralisez chez nous pour qu'il n'y ait pas de doublons ». Parce que si la personne va sur le terrain, il donne à une personne, et nous on avait recensé, nous on donne aux mêmes personnes, s'il y a d'autres personnes qui sont là qui n'ont pas eu, ça cause problème. Mais les gens veulent aller eux-mêmes donner, et la gestion devient très difficile. Quand nous demandons de coordonner, on dit non, c'est le ministère seulement que... Nous sommes là pour une situation d'équité et de justice sociale. C'est tout. Sinon, nous ne voulons pas faire le travail de quelqu'un parce que je vous assure que mes agents sont épuisés. Mais pour remédier à ce que vous avez vu à Kaya, c'est pour ça que nous avons demandé la coordination. Et il y a parfois des gens qui pensent qu'aller sur place, ça leur permet d'avoir des ressources parce que vous savez que les donateurs donnent aussi aux associations ou aux personnes qui sont dans l'humanitaire. Quand ils vont eux-mêmes, ils envoient des papiers, on a pu donner, ils demandent des dons aux donateurs, on leur donne. Mais ça peut se faire avec des actions coordonnées avec le gouvernement, mais ils ne veulent pas. Donc, ça fait que moi, je ne peux qu'encourager cette solidarité, mais je ne peux pas gérer ça. Et c'est ça sur le terrain qui cause problème. Parce que si un maire sort dit « ma ville a des problèmes », il vient, on lui donne de l'argent pour sa zone, il travaille sur la zone. Si nous n'avons pas de contact ensemble, ça fait que nous pouvons faire des doublons sans se rendre compte.
Or, ce n'est pas notre intention. Donc, c'est pour ça que je voudrais que nous travaillons toujours à coordonner ça. C'est vrai que c'est difficile, mais je voudrais vraiment demander aux uns aux autres, s'il y a des inquiétudes, posons-les sur la table, discutons. Et notre objectif, c'est de trouver des solutions à tous. Zango Karim, Radio Optima. Madame, vous avez dit tout à l'heure que au niveau des enfants qui sont en situation de rue, vous avez relancé encore la machine. Et pourtant, sur le terrain, le constat est amer. Parce qu'on voit que, on a l'impression que rien n'est encore fait. Parce que lorsqu'on voit le nombre d'enfants qui se trouvent en situation de rue aujourd'hui, voilà, on se demande si vraiment le travail est fait sur le terrain. Est-ce que ce ne sont pas des discours seulement qu'on nous donne? Maintenant, on sait que ce sont ces enfants aussi qui sont beaucoup exposés en situation de Covid-19 et aussi les personnes handicapées. Et donc, qu'est-ce qui est fait concrètement pour les aider à sortir de cette situation? Merci. Lankande Etienne, le Faso.net. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que le projet Cash Transfert au profit des 20 000 ménages à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso sera mis en œuvre de façon concrète sur le terrain. Les enfants en situation de rue, je vous ai dit, c'est vrai, le défi sécuritaire fait qu'il y a beaucoup d'enfants en situation de rue et aussi maintenant l'école qui est fermée, ça fait que les enfants s'adonnent à ça. C'est des, comme on appelle, c'est des dommages collatéraux de la fermeture des écoles. Donc c'est cette sensation que nous... Je vous invite à faire un tour dans nos centres d'accueil. Nous avons de très bons résultats. C'est vrai que nous avons pour habitude de voir les trains qui ne sont pas à l'heure, mais il y a des trains qui sont à l'heure. Ils sont très bien, ces enfants. Nous ne faisons pas beaucoup de communication parce que ces enfants ont besoin d'être protégés. C'est des enfants qui étaient en situation difficile et qui ont accepté de rentrer dans le circuit formel et ça marche bien. Il y a parfois des enfants qui nous demandent de ne pas dire qu'ils étaient dehors parce que comme vous les voyez, ce n'est pas des enfants dehors. Donc je ne peux pas, parce que je veux une publicité ou bien parce que je veux qu'ils disent que ça marche, exposer ces enfants. Mais de manière très discrète, je peux vous organiser pour que vous les voyez. Ne serait-ce que pour ces 300 enfants que nous avons pu récupérer qui sont dans le circuit normal, je pense que vous pouvez encourager mes agents pour le travail formidable qu'ils font. Parce que ce n'est pas facile de sortir un enfant qui est un caïd de la rue. Ce n'est pas aussi évident. Il faut beaucoup de patience. Ce n'est pas la violence, c'est beaucoup de patience, d'écoute. Et ça marche très très bien. C'est la même chose pour les enfants de Arbinda. Ils sont là, vous les avez oubliés déjà. Ils sont là, ils marchent très bien, mais je n'ai pas besoin de faire la publicité dessus parce que ces enfants ont besoin de grandir au calme. Ils ont été très traumatisés. Donc nous avons demandé qu'on laisse ces enfants tranquilles. Et avec les mesures barrières, nous avons demandé à ces enfants de les... Mais ils grandissent bien. Je pourrais vous donner quelques photos cachées. Mais c'est comme ça, c'est un choix que notre département fait, de travailler dans le silence, mais de sauver des vies et de réparer des hommes brisés. Les cash transferts, comment cela va se faire? Nous avons 2 phases de cash transfert par rapport aux mesures sociales. Parce que, non, je dirais même 3. Parce que la première composante que nous avions des cash transferts avant sur les régions du nord, de la boucle du Mouhoun, du Sahel. La dernière ordonnance ratifiée à l'Assemblée nationale a augmenté ce budget de cash transfert. Au départ, il était de 50 millions de dollars. Maintenant, nous sommes passés à 100 millions de dollars. Sur ces 100 millions de dollars, nous avons plusieurs composantes. La composante cash transfert qui est de prendre la régulière, c'est d'enregistrer les femmes vulnérables. Ça veut dire les femmes allaitantes qui ont plus de 5 ou plus de 5 enfants de moins de 15 ans. Et maintenant, nous avons ajouté cette nouvelle phase, les femmes handicapées, parce qu'avant, c'était des femmes allaitantes, indigentes. Et quand le ménage, il y a 2 femmes, les 2 épouses sont prises en compte. Ça veut dire qu'on leur donne un transfert de tous les 3 mois de 30 000 francs, tous les 3 mois, et elles sont accompagnées de dotations de vivres sur 6 mois pour qu'elles prennent cet argent pour faire une activité génératrice de revenus. Et c'est ce programme que le président du FASO a élargi. Mais dans cette composante des filets sociaux, à la composante 5, il y a des ressources qui sont allouées pour des mesures d'urgence comme ce que nous vivons. Sur ces mesures d'urgence, maintenant, nous avons 3000 ménages touchés par la maladie. Ça veut dire les gens qui ont été malades
du Covid-19 et qui sont des personnes vulnérables. Donc, eux, ils seront pris en charge, non seulement alimentaires, mais ils auront sur 3 mois 20 000 francs par mois pour se relever. Et si nous pensons que ce n'est pas suffisant, nous pourrons intégrer ces personnes dans un autre programme du ministère. Et sur cette composante des familles touchées par ces cash transferts, nous avons encore la troisième phase, c'est les femmes touchées, les femmes fruits et légumes, le secteur informel qui a été touché. Elles aussi, nous avons 20 000 personnes en ce sens sur Ouagadougou et Bobo, donc 12 000 à Ouaga, 8 000 à Bobo, où elles auront 20 000 francs par mois pendant 3 mois pour se relever, plus l'assistance alimentaire. Mais il y a, dans cette composante de transitoire, ça veut dire ponctuelle, il y a 50 000 personnes aussi, telles que les villes qui ont été touchées, qui pourront aussi, les femmes qui pourront bénéficier de ce cash transfert. Donc, comment ça va se faire? Nous avons déjà demandé aux fêtières des marchés EYA, nous sommes en discussion avec eux, pour nous donner la liste des femmes marchés EYA. Nous pensons que le nombre est assez suffisant pour prendre tout le monde, parce que ça fait 12 000 personnes pour Ouagadougou seulement et 8 000 personnes à Bobo. C'est en concertation avec eux, c'est sous la conduite des gouverneurs, des hauts commissaires, les préfets, et avec la collaboration des fêtières, des marchés EYA, qui, avec eux, nous déterminons la liste. Pour l'éligibilité de ces personnes, il faut que nous avons une enquête sociale. Il y a ce qu'on appelle déjà l'autociblage. Ça veut dire, la personne dit, moi, je suis une personne vulnérable, je veux faire partie de ce programme. Le plus souvent, nous nous rendons compte que ce n'est pas les plus vulnérables qui viennent, parce que la pauvreté aussi a une dignité. Et quand on commence deux fois à faire des transferts, il y a d'autres qui disent « Ah, on m'a oublié ». Et quand on regarde vraiment, c'est vrai, on l'a oublié parce qu'elle a eu de la pudeur pour venir dire « Je suis vulnérable ». D'où la nécessité d'enquête sociale. Donc nous mettons des enquêteurs pour aller porte à porte, ou bien vous savez, vous avez des voisins, vous dites « Voilà, nous pensons que notre voisin, nous partons les voir, nous les enregistrons ». Nous travaillons avec toute la communauté. La liste est affichée à la mairie. Si quelqu'un voit une objection pour dire qu'il y a une personne qui n'est pas éligible, il donne et on discute avant de commencer les transferts. C'est comme ça que ça se passe. Donc, cette fois-ci aussi, ça sera la même chose. On va donner la liste des bénéficiaires. Si vous pensez qu'une personne n'est pas éligible au programme, vous pouvez dénoncer. Il y a un numéro vert pour ces numéros, mais ces numéros, pour protéger les femmes, c'est celles qui utilisent les cash transferts qui peuvent appeler de leur téléphone, puisque c'est des transferts par mobile. Cash transfert, c'est par mobile, on ne donne plus de l'argent pour sécuriser les femmes. Nous comptons vraiment, si tout se passe bien, parce que s'il n'y a pas des problèmes sur le terrain, commencer le premier paiement pour le 15 mai. Plaise à Dieu. Mais bon, nous espérons que les choses seront accélérées, parce que dans les procédures comme ça, c'est parfois pas facile. Mais comme je vous ai dit tantôt, nous ferons tout pour que les femmes et les personnes vulnérables puissent bénéficier de cet accompagnement. Mais je voudrais bien dire que les cash transferts, c'est pour les femmes seulement. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, les femmes vulnérables plus les femmes vivant avec un handicap. Merci.